Bonjour à tous, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir le professeur Bargy qui va nous parler un peu de son parcours. Bonjour monsieur. Bonjour Clémence, merci de m'avoir invité sur ce prestigieux plateau de Paris Descartes, la plus grande faculté de toute la galaxie. Je suis naturellement prêt à répondre à toutes vos questions, autant que je pourrais le faire. Donc nous allons donc commencer avec d'où est venue votre envie de vous lancer dans les études médicales? Ah ça vient de très très loin, je dois dire. Ça vient de très loin d'abord parce que je commence à prendre de l'âge et ça remonte à l'année d'après ma terminale, disons, où je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien faire. Et initialement, j'avais comme projet de me lancer dans la recherche en physique médicale. Et puis sur ce sont arrivés les événements que l'on sait, donc j'ai bougé pour rentrer dans la physique médicale. Je m'étais inscrit à un super certificat qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait le CPE-BH, certificat préparatoire aux études de biologie humaine. Donc avant le PAES, vous voyez qu'on avait inventé déjà plein de trucs. Et ceci était censé offrir une formation plus scientifique que le CPEM et pour que les gens puissent se destiner à des études plus fondamentales dans le sens de la recherche. Finalement, au cours de cette année est arrivé mai 68. Donc on s'est détendu à partir du mois de mai, on a beaucoup joué, on a refait le monde, on a fait une grande révolution qui n'a servi à rien. Mais en même temps, ça fait que l'année suivante, nous ne rentrions qu'en janvier. Et donc il a bien fallu trouver un peu de travail, un peu de choses comme ça. Et j'avais trouvé un stage infirmier dans un service d'alcoolologie à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Et voilà, je me suis pris à penser que s'occuper des patients c'était intéressant, que la relation humaine entre tous les gens qui composaient ce service, depuis le chef de service, s'appelait le docteur Vial, qui était un médecin militaire, je rends hommage à sa mémoire, et on essayait de désintoxiquer ces personnes alcooliques, et d'un seul coup j'ai senti que la clinique pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc j'ai dit, puisque j'ai eu ce certificat, je vais continuer dans le sens de la clinique et de faire de la médecine tout simplement. Très bien. Donc votre année de P1 n'était pas évidente. Mai 68 a changé beaucoup de choses. Donc à part que vous avez commencé en janvier alors, mais sinon l'année était vraiment très déstructurée. L'année était complètement déstructuré. C'est même pas le problème de déstructuré, c'est-à-dire que on a fait une année où on est rentré en septembre 1967 de façon tout à fait naturelle, assez décontractée. Et quand on dit P1, c'était CPE-BH, il n'y avait pas de numerus clausus, il n'y avait pas de concours à la fin, et donc si on bossait normalement, a priori on passait. Voilà, on avait des amphis d'une centaine de personnes à taille humaine, avec un prof en présentiel, avec de la craie, du tableau, même pour la physique nucléaire ou quantique, on avait un gars qui faisait son cours au tableau, c'était ma foi très agréable. Voilà, on sortait à l'heure pour déjeuner, et donc on avait des ambiances de travail et des rythmes de travail qui n'étaient probablement pas ceux qu'il y a maintenant. Et quand vous dites P1, peut-être tout simplement que s'il y avait eu un concours de P1, j'aurais jamais été reçu. Une autre question, quel est le lien entre votre spécialisation, donc la chirurgie néonatale et viscérale, et votre goût pour la phylogénèse? Alors, il faut remonter assez loin pour trouver ça. Parce que d'abord, le goût pour la phylogénèse, il vient de l'étude de la malformation congénitale. Donc si je reviens en arrière, j'ai fait de la chirurgie pédiatrique pour plusieurs raisons. Parce que quand j'étais externe, j'ai fait pas mal de chirurgie. Et je trouvais que, en préparant l'internat, que la médecine m'intéressait, que la chirurgie m'amusait. Et puis dans la chirurgie adulte, il y avait une chose dont j'avais horreur, c'était les gros. Parce qu'on met les mains et puis c'est plein de gras, ça glisse. Et je trouvais qu'esthétiquement, ça n'était pas agréable dans un métier de chirurgie.
Et puis au décours de ça, j'ai fait un stage en pédiatrie et j'ai trouvé que s'occuper des enfants, c'était très gratifiant, très agréable, hormis le fait bien sûr qu'il y avait un contact nécessaire avec les parents. Mais du coup, comme la chirurgie m'amusait, que la médecine m'intéressait, j'ai dit, eh bien, je vais faire quelque chose qui m'amuse et qui me plaît. La seule façon, c'est de faire de la chirurgie pédiatrique. Quand j'ai commencé à faire de la chirurgie pédiatrique, eh bien, je me suis dit, bon, ben, il faut évidemment essayer de trouver quelle est la cause. Pourquoi il y a ces malformations congénitales, et si on sait pourquoi il y a des malformations congénitales, et si on sait pourquoi les structures ont été déplacées pendant l'embryogenèse, eh bien ma foi, il faut pouvoir les réparer, remettre ces structures en place. Du coup, on retrouve dans cette étude de l'évolution des espèces où nous sommes, toute une trace de certaines malformations que l'on trouve à l'état adulte viable chez certaines espèces et qui correspondent à des malformations chez nous. D'où de faire le lien, de dire que pour comprendre l'embryogenèse humaine, il faut avoir compris l'embryologie comparée de ces différentes phases de l'évolution. Voilà, je n'ai pas été suivi par tout le monde dans cette démarche, comme chacun sait, puisque ce module a été supprimé manu militari. Merci. Alors, une autre question. Vous êtes connu pour avoir été le premier chirurgien à avoir effectué en Europe une opération à utérus ouvert. Pouvez-vous nous raconter cette aventure ? Alors, raconter toute l'aventure, c'est un peu difficile, parce qu'en fait, c'est une aventure qui remonte à 5 ou 6 ans avant d'avoir réalisé cette première. Alors quand on fait une première, ça amuse toujours les médias, c'est très spectaculaire, on a ça qui téléphone sans arrêt, mais mon Dieu, etc. Alors qu'en fait, c'est le fruit d'un travail abouti pendant 5 ans de chirurgie expérimentale, donc c'est de la vraie recherche, qui est un peu différente de cette recherche qui est la paillasse et la langue anglaise, mais c'est de la recherche quand même. Et au milieu de tout ça, l'idée, elle était la suivante, c'est qu'on se trouvait confronté à des malformations congénitales pour lesquelles le pronostic vital était engagé et pour lesquelles on avait beaucoup de difficultés à améliorer nos performances thérapeutiques. La maladie qu'on a choisie là-dessus, c'était la hernie diaphragmatique congénitale, où les viscères sont ascensionnés dans le thorax par défaut de formation du diaphragme. Alors, je ne vais pas vous refaire un cours sur le développement du septum transversum, sur la migration, sur la muscularisation, les dates et tout ça. Non. Mais en même temps, on s'est aperçu que, en faisant des études anatomiques préalables, on voyait que les lésions s'aggravaient au fur et à mesure que la grossesse avançait, et que par conséquent, comme dans tout principe de médecine, si on était plus précoce dans notre thérapeutique, on avait le choix d'être éventuellement efficace. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce programme en disant si on peut les opérer in utero, eh bien, évidemment, peut-être on va gagner cette piste. D'où l'idée de faire 5 ans de chirurgie expérimentale chez un primate non humain, en l'occurrence le singe Cynomolgus, au CNRZ à Jouy-en-Josas, là où il y a l'INRA. Et au bout de cette étude, on a pu se lancer dans la réalisation humaine d'une chirurgie à utérus ouvert pour la hernie diaphragmatique congénitale. C'est comme ça que cette aventure a démarré. Après, il fallait déclarer les indications, parce que pour faire de la chirurgie fœtale à utérus ouvert, eh bien, il faut opérer la mère pour pouvoir opérer l'enfant. On prend un risque pour une mère qui est bien portante, qui ne demande rien à personne, donc il fallait choisir des indications fœtales qui correspondent aux indications maternelles. Autrement dit, se situer en amont chez une femme dont le pronostic obstétrical est derrière elle et pas devant, pour ne pas abîmer son utérus, et en même temps que pour le fœtus, il y ait un pronostic vital qui soit réellement engagé. Du coup, on avait des tas de corollaires de recherche là-dessus, pour justement essayer de définir quelles étaient les formes graves qui pouvaient être impliquées là-dedans. Ce qui fait que sur des séries assez importantes, on s'est retrouvé avec très peu d'indications.
assez peu, disons, d'indications. Et puis, bien entendu, il fallait trouver le couple qui allait faire cette démarche et avancer dans cette démarche avec toute l'explication, tout le contact humain que ça nécessite, voilà, toute l'information et la façon dont il faut la délivrer, voilà, pour avancer tous ensemble vers un chemin qui était celui de la chirurgie à utérus ouvert. Voilà un petit bout de cette histoire qui est beaucoup moins médiatique que tout ce qu'on a dit à l'époque. Merci beaucoup. Donc, on voit que vous arrivez à bien vous expliquer, vous aimez enseigner, et justement, pourquoi avez-vous choisi d'enseigner? Alors, j'ai choisi d'enseigner parce que j'aime ça. Alors, peut-être certains vont dire que l'enseignement est une forme de séduction et que c'est par ce biais-là qu'on y vient. C'est peut-être aussi par l'envie que le savoir que l'on a acquis puisse être transmis ailleurs. C'est aussi, j'allais dire, par amour de la collectivité que représente, en médecine en particulier, ce compagnonnage qui fondait la clé des études médicales quand moi, je les ai faites. Je ne sais pas si ce sens du compagnonnage perdure de nos jours aussi fort qu'il l'était quand nous, on a fait nos études. Quand je vous dis quand j'ai fait nos études, c'est il y a plus de 40 ans. Donc, on n'est pas loin du demi-siècle, et on sait que tous les demi-siècles, on réinvente l'eau chaude, donc peut-être on va revenir dans les années qui viennent sur l'importance de ce compagnonnage en médecine. Mais je pense que c'est tous ces facteurs-là qui ont fait que l'idée d'être enseignant s'est fait jour. Et puis ensuite, il y a deux choses. Je crois dans toutes les carrières, dans toutes ces choses-là, il y a le bon moment où il y a quelque chose qui arrive. Et ce bon moment, je crois, c'était aussi quand j'étais interne. Et quand j'étais interne, on avait des émoluments qui n'étaient pas ceux de maintenant, il faut le dire. On n'avait pas les gardes payés, donc on allait chercher à faire des sous ailleurs. Et c'est libéré à la pitié chez mon maître Christian Cabrol une place d'attaché assistant d'anatomie pour faire les travaux pratiques d'anatomie. Voilà, et cette pratique-là m'a plu, j'ai appris à dessiner, j'ai appris à faire mes os au tableau, j'ai appris à faire tout ça, et puis progressivement, je me suis aperçu que cette appartenance universitaire à l'anatomie avec une option clinique donnait à la fois de la richesse intellectuelle et de la liberté dans le travail. C'est deux choses qu'on peut tout à fait développer. Je ne sais pas si vous en avez le temps dans vos interviews et tout ça, mais l'importance que ça a dans les carrières hospitalo-universitaires, d'avoir quelque chose qui est la liberté de travail, la liberté d'organiser son temps de travail, la liberté d'organiser ce choix. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait président du syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires, j'en sais rien. Mais cette espèce de liberté avec en plus un choix dans l'enseignement qui était du travail en plus, puisque j'ai deux casquettes. Donc il fallait s'enrichir dans les deux casquettes. Voilà un petit peu, je pense qu'on peut creuser plus, hein, je pense que vous allez peut-être me demander des détails supplémentaires, mais voilà, ce choix d'enseigner, il est finalement multifactoriel, avec, sur le trajet, rencontrer une porte qui s'ouvre, une chance, et ne pas la rater. C'est comme dans la vie en général. Merci pour cette belle leçon. Donc, on va maintenant continuer plus sur la PES et la P1. Est-ce que, par exemple, auriez-vous remarqué une évolution de l'ambiance dans les amphis entre la période PCEM1 et la période PES? Oui. Mais entre la période PCEM1, j'allais même dire CPEM, ou pour ne pas revenir plus loin encore, PCB, dont certains de nos décideurs proposaient de revenir il y a encore quelques années, c'est quand même très amusant. Non, il y a une évolution. Il y a une évolution qui tient peut-être à la motivation des uns et des autres, mais je crois surtout aux conditions dans lesquelles se déroulent ces enseignements quand on est en première année à la fac. On partait d'une P1 où il y avait, sur ce qu'est actuellement Paris Descartes, des CHU
entité hospitalo-universitaire et il y avait un sentiment d'appartenance des étudiants à ce CHU qui était à dimension humaine, j'allais dire. Quand j'ai commencé ma carrière comme professeur d'anatomie à Cochin, quand j'étais le patron en quelque sorte, quand je suis devenu, on avait des promotions de 90, 100 étudiants recrutés à partir du P1 sur une promo de P1 qui comptait entre 7 et 800 étudiants. Donc 10% de l'effectif se retrouvait en P2. Ces 800 étudiants en P1 étaient déjà à l'intérieur du CHU Cochin et faisaient partie en quelque sorte des étudiants d'une façon générale. On avait un seul amphi avec 2 sections qui tournaient l'une après l'autre et il était donc beaucoup plus facile de rencontrer un contact avec les étudiants. Ils avaient quand même un concours ultra sélectif. Je pense que c'est les conditions qui ont changé. Après, progressivement, on a fusionné, on a augmenté le nombre des étudiants, on n'a pas augmenté pour autant le nombre des amphis, pas augmenté plus le nombre des enseignants. Donc forcément, on arrive à une dépersonnalisation à l'intérieur de l'enseignement. De temps en temps, même je me demande, à l'heure où nous sommes arrivés, si je ne suis pas devenu un dinosaure désadapté de la société moderne, tant la pédagogie que je fournis en PAES n'a rien à voir avec de la pédagogie. Et je me donne du mal. J'essaye de faire bien mon travail, mais j'ai l'impression d'être déconnecté de ce cyber-enseignement des masses, où on est un peu loin du compagnonnage. Donc l'ambiance, elle a changé. Les étudiants n'ont pas beaucoup changé. Je pense que la tranche d'âge entre 17 et 20 ans ou 22 ans qui se trouvent dans ces amphis-là sont les mêmes post-adolescents que nous étions, nous, il y a 40 ans. Là, phylogénétiquement, l'être humain n'a pas bougé. Mais par contre, les conditions dans lesquelles tout ce troupeau se déplace sont effectivement changées. Et je dirais que le taux d'anxiété sur nos actuels étudiants est probablement très supérieur à celui qu'il était il y a quelques années, ou alors il s'exprime différemment. Ce qui fait que l'ambiance change. L'ambiance change, je crois, du fait de l'organisation, du fait du nombre, et du fait qu'ils ont l'impression sans doute aussi maintenant qu'on ne s'occupe pas d'eux. Alors que les autres, eh ben, ils sont comme tous les post-adolescents, ils ont quand même encore envie qu'on s'occupe d'eux. C'est vrai ou pas? Oui. Mais donc, dans les amphis, il y a quand même peut-être un petit peu moins d'ambiance niveau cri et réaction dans les amphis en PES qu'en P1. Non. Non, c'est à peu près pareil, sauf que c'est un peu plus réfréné. D'abord, il faut savoir que c'est un peu plus réfréné. Je suis quand même dans les enseignants un des rares qui s'amusent de ce petit chahut bon enfant. Et il y en a beaucoup que ça énerve, voire que ça déstabilise. Y compris dans ceux qui lisent tranquillement le texte qui est écrit sur leur diapo et qui font pas l'effort d'animer un peu le message qu'ils ont à transmettre. Parce que entre lire une diapo et fournir un polycopier avec la même chose écrite dessus, si c'est dit d'une voix monocorde, il se passe rien et le courant ne passe pas. Alors si évidemment celui-là il se prend des avions, ça l'énerve, mais voilà. Cela dit, j'ai toujours eu horreur des avions. Je veux bien les cris, au besoin même on les attend, ça devient une complicité. Donc c'est un moyen de créer une complicité à l'intérieur du message qu'on enseigne. Quelquefois, le travers de ça, c'est que les étudiants ne retiennent qu'une seule chose, c'est la chanson, la blague, le machin, mais le texte qui est entre les deux, là, il n'y a plus rien. Malheureusement, on est quand même obligé de poser des questions à la fin pour faire une évaluation. Merci. Alors, une autre question aussi. Être médecin, c'est aussi avoir été carabin. Quelles sont les traditions qu'il vous semble important de perpétuer? Alors, formulation de la question un peu étrange. Mais, bon, être médecin, c'est pas forcément avoir été carabin. Parce qu'il y en a plein, il y a plein de gens qui ont réussi brillamment leurs études de médecine et
qui n'ont pas souhaité faire les carabins. Il y a des gens qui sont extrêmement sérieux, voilà, qui n'aiment pas cet état d'esprit, ou au contraire des gens qui paraissent extrêmement sérieux et dont on est surpris de voir que pendant leurs études, ils ont été carabins, entre guillemets. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur ce qu'est carabin, l'esprit carabin, qui est propre, j'allais dire, à la fois aux étudiants en médecine, aux internes en médecine, et qu'il faut remonter là-dedans à l'historique de ça. Cet historique-là, il revient du temps où il y avait encore même aussi un concours d'externat, c'est-à-dire que tous les étudiants en médecine n'étaient pas étudiants hospitaliers. Il y avait 30% qui étaient externes, et dans les 30% qui étaient externes, ils en prenaient une dizaine de pourcents, 300 par an sur Paris, pour être internes des hôpitaux. Que les tout premiers internes du siècle dernier, après que Napoléon Bonaparte ait institué l'internat des hôpitaux de Paris et d'autres hôpitaux de Lyon, de Marseille, etc., eh bien après que cet internat ait été créé, les internes étaient internes. Et c'est pour ça qu'on les appelle internes, c'est qu'ils vivaient à l'hôpital. Et les externes étaient externes. Ils rentraient éventuellement chez eux. Voilà, ils avaient le droit de sortie. Et donc, à l'intérieur de cette vie interne, ou même qui s'est perpétuée sur nos générations, il y avait ce temps de présence très important à l'hôpital. Et cet esprit carabin est souvent fait, on le remarque si on l'étudie bien, avec quelque chose qui est un exutoire de l'anxiété qu'on a envers ses patients. Et de l'anxiété qu'on a à être seul, livré à soi-même, parce que maintenant c'est vrai que dans l'internat, il y a le chef, il y a le senior, le super senior, et donc il y a une espèce de marche d'escalier qui est beaucoup plus importante. Ce qui fait que cet état d'esprit, au départ, est, j'allais dire, un peu comme un anxiolytique. Il est fabriqué comme ça, comme un anxiolytique. Perpétuer ces traditions, c'est aussi garder un espèce d'esprit de corps. C'est-à-dire de dire, ah ben voilà, je dirais pas nous sommes les élus, mais nous sommes les élites, non plus. Je pense qu'il y a des limites à l'élitisme quand il devient de la prétention. Et donc il faut quand même être un tout petit peu raisonnable à l'intérieur de ça, mais dans l'esprit de corps, c'est partager les mêmes choses, partager les mêmes relations. Et puis, c'est aussi enrichir le code de déontologie, y compris à l'intérieur des traditions de la salle de garde, qui sont assez strictes là-dessus. Même si le pouvoir économal est très totalitaire, mais bon, on pourra y revenir là-dessus, hein, si on veut. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ce qu'est un petit peu le fondement de cet esprit carabin, et qui est un peu subversif. Par de ça, c'est être subversif permet d'évacuer de l'angoisse. Alors justement, en parlant de ces salles de garde, avez-vous déjà eu un poste à responsabilité dans les salles de garde? Alors, comme tout bon PUPH, j'ai validé Economa, évidemment. Parce que je pense que là aussi, l'économat de la salle de garde, c'est une responsabilité collective. C'est une des premières responsabilités collectives qu'on peut prendre. Alors c'est vrai que là, vous en prenez des responsabilités collectives, puisque vous faites un super journal pour la plus grande fac intergalactique. Donc il n'y a pas de raison. Hein, voilà, vous êtes en marche, vous êtes sur le chemin. Mais ces responsabilités, elles sont à la fois morales et économiques, car quand on est économe de la salle de garde, il faut récupérer les cotisations de chacun des collègues, les faire rentrer, et comme d'habitude, toujours les gens sont toujours hésitants à mettre la main à la poche pour avoir des améliorés, et ensuite c'est vrai que l'économe conduit l'ambiance de sa salle de garde. Donc c'est aussi une formation quelque part à être un responsable, où à partir du moment où on a été élu à un endroit, à quelque chose, on a une autorité qui vous est conférée de par les autres, et pas une autorité qu'on va acquérir soi-même comme dans un coup d'État. Il y a ceci de démocratique dans la gestion de la salle de garde, c'est que l'économe est élu. Il est élu par les autres, et une fois qu'il est élu, eh ben, il faut qu'il s'acquitte de sa mission. S'il ne s'acquitte pas de sa mission, il est putché.
par d'autres qui disent non, tu fais pas bien ton boulot, voilà. Mais c'est aussi, c'est vrai que c'est lui qui gère les festivités, l'ambiance générale. Cette ambiance générale étant en fait que cette communauté soit à l'aise et décontractée au moment important de la journée, qui sont certes le déjeuner, mais tout le monde n'a pas le temps forcément d'aller tous les jours déjeuner. Et donc le soir, quand on est de garde, il y ait suffisamment à manger, il y ait tout ce qu'il faut, parce qu'il faut bien reconnaître que notre Sainte Mère, l'assistance publique, que je vénère bien sûr, ne donne pas forcément toujours à manger et du pain à ses ouailles, en quantité suffisante en tout cas. Et donc c'est quelquefois un peu difficile pour la garde. Donc le rôle de l'économe, il est de veiller à ce que justement il y ait ces améliorés nécessaires et à ce que des gens qui sont contents de travailler dans un endroit travaillent mieux. Merci. Je ne sais pas si j'en ai dit assez. Alors on va passer aux petites questions de fin. Déjà pour les paillardes, pourquoi le plaisir des dieux? Alors là c'est extrêmement simple. La première des raisons, c'est que je chante faux. Voilà, et donc celle-là, je la chante pas trop faux. Voilà, je chante faux, même si j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Les Cyclopes quand j'avais 17 ans et qu'on avait enregistré un disque comme, voilà, font plein de jeunes comme ça, faisaient de la musique, du machin. Donc voilà, ça ne me, l'idée de chanter ne me déplaît pas forcément, même si je chante mal. Voilà, et le plaisir des dieux a ceci de très près, c'est que c'est une chanson de salle de garde, on pourrait même refaire des couplets nouveaux, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que ce plaisir des dieux est extrêmement machiste. Donc on pourrait songer à faire un couplet spécial pour Aphrodite. Voilà, par exemple. Et donc ajouter quelques déesses à cette chanson la rendrait plus actuelle peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien, et comme je le dis souvent en amphi, je dis la langue y est bien maniée, ce qui n'est pas une plaisanterie douteuse de ma part, bien évidemment, mais parce que elle est en alexandrin, je trouve que son écriture est tout à fait correcte, que c'est de la langue française, que c'est de la vraie langue française, et qu'on peut dire d'épouvantables cochonneries en langue française. Et donc elle a quelque chose de grossier, mais elle n'a rien de vulgaire. Voilà pourquoi c'est une de mes chansons de salle de garde que je chante le plus volontiers. Merci beaucoup, professeur, d'être venu pour cette interview. Merci de la part de tout le JT et de tous les étudiants de médecine Paris Descartes. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir de vous voir tous comme ça en petit comité. Et donc j'espère et je souhaite le plus grand succès encore une fois à cette chaîne du JT de la faculté et de l'université Paris Descartes qui, je le rappelle, est quand même la plus grande de toute la galaxie. Aïe. Je vois rien. Donc mignonne, hein. Mignonne. Ok. Dieu Vulcain, quand l'épouse mignonne va boxonner loin de son vieux surnois. Du dieu Vulcain, quand l'épouse mignonne va boxonner loin de son vieux surnois. Le noir époux que l'amour aiguillonne, tranquillement se polit le chinois. Va-t'en, dit-il à sa foutue femelle, je me fous bien de ton conchassieux. De mes 5 doigts, je fais une pucelle, masturbons-nous, c'est le plaisir des dieux. De mes 5 doigts, je fais une pucelle, masturbons-nous, c'est le plaisir des dieux, c'est le plaisir des dieux. Padadada. Alors on va demander à un des étudiants de Paris Descartes en médecine aussi, qui s'appelle Elliot Coin, de vous poser une question. Oui voilà, ça fait 3 ans, j'ai une question à vous demander. Donc je m'appelle Elliot Coin et je voulais savoir si c'était possible que vous m'imitiez le canard plongeur. Alors, je suis totalement incapable d'imiter le canard plongeur. D'abord parce que le canard plongeur plonge en levant le derrière qu'il a remplumé, pour plonger la tête vers le fond de l'eau,
exactement quand on le fait en plongée sous-marine, quand on va chercher quelque chose au fond de l'eau. Et donc là, c'est une imitation qui demande des performances physiques que je n'ai pas ou que je n'ai plus. Car les années passent sur les corps humains. Et donc il y a des moments où on perd de la souplesse quand on prend de l'âge. Donc forcément, je ne sais pas si j'arriverai à imiter le canard plongeur comme ça directement. Mais si quelqu'un de plus jeune se lançait dans cette aventure, je serais très heureux d'évaluer son geste.